Je me souviens encore du moment exact où ces mots m'ont transpercé le cœur comme un poignard. Nous étions dans sa cuisine parfaitement astiquée. Ma belle-mère, Catherine, avec son collier de perles brillant sous le lustre en cristal, et moi, tenant un plateau de sablé que j'avais préparé pour faire la paix après notre dernière dispute. « Tu n'es qu'une moins que rien ?» dit-elle, ses lèvres se tordant de dédain. « Sans diplôme universitaire, sans travail, sans avenir. Tu n'as pas ta place dans cette famille. » Mes joues brûlaient de honte, mais je suis restée silencieuse. Je l'avais déjà entendu me critiquer, mais jamais de manière aussi directe. Ce qui m'a fait le plus mal, ce ne sont pas ces mots, mais l'expression sur le visage d'Antoine. Mon mari, il n'a rien dit. Il a juste bougé, mal à l'aise, comme s'il était d'accord mais ne voulait pas s'impliquer. Je me suis sentie invisible, comme une invitée indésirable dans une maison que j'étais censée aider à construire. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai forcé un sourire et répondu calmement. « Très bien, Catherine. » Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que je réponde si calmement, mais je savais quelque chose qu'elle ignorait. Sur le chemin du retour, en traversant les rues de Lyon, les larmes ont finalement commencé à couler. Pas de tristesse, mais de rage. 5 ans de mariage, 5 ans à essayer de gagner l'approbation d'une femme qui ne me verrait jamais comme étant à la hauteur. « Ma Chloé, pourquoi pleures-tu » a demandé Antoine, en remarquant mes yeux rouges en arrivant à la maison. Mais je ne pouvais pas lui dire. Je ne voulais pas le mettre au milieu, même si son silence avait déjà choisi un camp. Cette nuit-là, je suis restée allongée à regarder le plafond, écoutant le tic-tac de l'horloge. La lumière de la lune filtrait par la fenêtre, dessinant des ombres sur le mur de notre petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse. J'avais passé des années à cacher ce que je faisais, principalement par manque de confiance. Il était vrai que je n'étais jamais allée à l'université, mais j'avais appris le marketing digital en autodidacte, créé une entreprise en ligne à partir de rien. Et maintenant, je gagnais plus que la plupart des gens qui me méprisaient. Ma grand-mère Madeleine me disait toujours « Ma petite, la fierté c'est bien, mais la fierté silencieuse, c'est mieux. » Et c'est ainsi que j'ai vécu, travaillant en silence, bâtissant mon empire invisible, pendant que tout le monde pensait que j'étais une simple femme au foyer qui ne faisait rien de productif. Antoine savait que je travaillais sur Internet, mais il ne s'est jamais intéressé aux détails. Pour lui, mon entreprise était un passe-temps, quelque chose pour m'occuper pendant qu'il travaillait comme architecte dans le cabinet de son père. Je ne me suis jamais vantée. Je voulais juste du respect. Maintenant, je réalisais quelque chose d'important. Il était temps d'arrêter d'attendre la validation de personnes qui ne la donneraient jamais. La voix de ma grand-mère résonnait dans ma tête. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Le lendemain, je me suis levée tôt et j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Antoine est parti travailler avec un baiser distrait. Quand il a fermé la porte, je me suis assise à la petite table de la cuisine et j'ai pris une décision. Fini de faire semblant. Fini de me cacher. Fini d'attendre que quelqu'un me donne la permission d'être celle que j'étais déjà. J'ai passé la matinée à faire le ménage. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que j'avais besoin de bouger, de sentir que je faisais quelque chose de tangible pendant que mon esprit digérait tout. Les mots de Catherine résonnaient encore dans ma tête. « Tu n'es qu'une moins que rien ». Combien de fois avais-je entendu des variantes de cette phrase? Depuis l'école, quand Madame Martinez m'avait dit que je n'étais pas faite pour les études, jusqu'à mon premier petit ami, qui m'avait quittée parce que, selon lui, je n'avais pas d'ambition. À midi, j'ai reçu un message de mon amie Sophie. « Un café chez les négociants ?» Cela me ferait du bien de parler à quelqu'un qui me connaissait vraiment. Sophie avait été témoin de ma transformation depuis que j'avais lancé mon entreprise 3 ans plus tôt. Elle était la seule à avoir cru en moi quand j'avais décidé de proposer des services de marketing digital à de petites entreprises locales. « Oh là là, Chloé, ne me dis pas que la sorcière a encore frappé !» s'est exclamée Sophie après avoir écouté mon récit. Le café était calme à cette heure-là, avec le brouhaha de la ville en fond sonore. « La même chose que d'habitude », ai-je répondu en remuant mon café. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être s'est réparé. Sophie m'a regardée avec ses yeux qui semblaient toujours voir au-delà. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» C'était la question, n'est-ce pas? Qu'allais-je faire? Je pouvais continuer comme avant, ravalant le mépris, en espérant qu'un jour Catherine me verrait vraiment. Ou je pouvais changer les règles du jeu. « Je ne sais pas encore », ai-je répondu.
Mais je ne peux plus continuer comme ça. Après avoir dit au revoir à Sophie, j'ai marché le long des quais du Rhône. La mer Méditerranée de mon enfance à Marseille avait toujours été ma confidente. J'ai grandi dans un quartier populaire, et la mer était mon refuge quand les choses devenaient difficiles à la maison. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 8 ans, et ma mère a dû cumuler 2 emplois pour nous faire vivre. Il n'y avait pas d'argent pour l'université, juste pour survivre. Le clapotis de l'eau m'a apporté de la clarté. Catherine ne me respecterait jamais parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de me connaître. Pour elle, j'étais la fille sans éducation qui avait piégé son fils. L'intruse qui ne méritait pas le nom de famille de son mari. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, j'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié les statistiques de mon entreprise. Le mois dernier, j'avais facturé 38 000 €. Mon client le plus récent, une chaîne de restaurants à Bordeaux, était ravi de la campagne que j'avais conçue. J'avais des propositions en attente, des demandes de collaboration, des invitations à donner des conférences lors d'événements marketing. Je n'étais pas une moins que rien. J'étais Chloé Martin, la femme qui avait construit quelque chose à partir de rien. Et il était temps que le monde, en particulier ma belle famille, le sache. Je suis rentrée à la maison avec une nouvelle détermination. Antoine est arrivé tard, comme toujours, le stress du travail marqué sur son visage. Je lui ai servi le dîner que j'avais préparé, et je me suis assise en face de lui. « Il faut qu'on parle », ai-je dit calmement. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé, sans lever les yeux de son assiette. « Ta mère m'a insultée hier. Elle m'a traité de « moins que rien », et tu n'as rien dit. » Antoine a soupiré en posant sa fourchette. « Chloé, tu sais comment elle est ? Elle ne le pense pas vraiment. Si, elle le pense. Et le pire, c'est que tu le permets. 5 ans, Antoine. 5 ans à supporter ses commentaires, ses regards, son dédain. Tu exagères ? Non, je n'exagère pas. Sais-tu combien j'ai gagné le mois dernier avec mon passe-temps ? 38 000 €. Plus que toi, plus que ton père, probablement plus que vous tous réunis. La surprise sur son visage aurait été comique dans d'autres circonstances. Quoi ? Ce n'est pas possible. Je lui ai montré les chiffres sur mon téléphone. Les contrats, les paiements, les comptes. Tout ce que j'avais gardé secret, non par honte, mais parce que personne n'avait jamais montré d'intérêt. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-il demandé, abasourdi. « Pourquoi l'aurais-je fait ? Tu n'as jamais demandé. Pour toi, ce que je fais n'est pas un vrai travail. C'est quelque chose que je fais pour m'occuper pendant que tu entretiens la maison. Cette nuit-là, nous n'avons pas beaucoup dormi. Nous avons parlé comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Ou plutôt, j'ai parlé. Et Antoine a écouté. Vraiment écouté pour la première fois. Je lui ai parlé de mes rêves, de mes plans, de ma frustration d'être invisible dans sa famille. Et je lui ai aussi dit que j'avais besoin d'un changement, que je ne pouvais plus vivre comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une étrange sensation de clarté. Antoine était déjà parti travailler, laissant un mot sur le frigo. Nous devons continuer à parler. Je t'aime. Ces 3 derniers mots, qui m'auraient autrefois rempli d'espoir, sonnaient maintenant creux. Peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment ? J'ai préparé du café. Je me suis assise à mon petit bureau dans la chambre d'amis que j'avais transformée en bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les notifications sont apparues les unes après les autres. Client satisfait, paiement confirmé, campagne fonctionnant comme par magie. J'ai souri. Mon revenu du mois dernier, 38 000 €. Tout cela en pyjama et les cheveux en bataille, pendant que tout le monde pensait que je ne faisais rien. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Pas un plan marketing cette fois, mais un plan pour moi-même. Plan d'évasion, ai-je intitulé, sans ironie. Parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin. M'échapper. Pas de manière permanente, peut-être, mais assez pour me vider la tête et décider ce que je voulais faire de ma vie, de mon mariage, de tout. L'année précédente, j'avais secrètement acheté une petite maison sur l'île de Ré, dans un village appelé Ars-en-Ré. C'était mon cadeau à moi-même, mon plan B, ma retraite anticipée. Personne ne le savait, pas même Sophie. Je l'avais trouvée par hasard en cherchant des lieux pour une séance photo pour un client. Une petite maison blanche aux volets bleus, à quelques mètres de la plage, avec une terrasse donnant directement sur l'océan Atlantique. J'en suis tombée amoureuse instantanément, et pour la première fois de ma vie, j'ai suivi mon instinct. Maintenant, cette petite maison serait mon refuge, mon sanctuaire.
J'ai passé la semaine suivante à me préparer silencieusement. Je n'ai pas discuté avec Antoine de ce qui s'était passé. Je n'ai pas confronté ma belle-mère. J'ai simplement réservé un vol aller simple et organisé mon séjour sur l'île. J'ai appelé Madame Françoise, la voisine qui s'occupait de la maison quand je n'étais pas là, pour l'avertir que j'arriverais bientôt et que je resterai un certain temps. « Ah, quelle joie, ma petite! Je vais vous préparer la maison », m'a-t-elle dit avec cet accent charentais qui me faisait toujours sourire. Au travail, j'ai réorganisé mes projets pour pouvoir les gérer à distance. La plupart de mes clients ne m'avaient jamais vue en personne de toute façon, donc ils ne remarqueraient pas la différence. J'ai parlé à Sophie et je lui ai tout raconté. La maison, mon plan, mon besoin d'espace. « Mon Dieu, Chloé !» s'est-elle exclamée entre surprise et admiration. « J'ai toujours su que tu étais pleine de surprises. Mais ça, une maison sur l'île de Ré? Sérieusement ?»« Sérieusement, » ai-je confirmé, me sentant un peu coupable de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. J'avais besoin de quelque chose qui soit juste à moi, tu sais, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Sophie m'a serré fort dans ses bras. « Vas-y, mon ami, trouve ta paix. Et si cet idiot d'Antoine ne sait pas t'apprécier après ça, tu sais où l'envoyer. » La veille de mon départ, je suis allée rendre visite à ma mère à Marseille. À 65 ans, Isabelle Martin était toujours une femme belle et forte. Elle m'a accueillie dans son petit appartement à bras ouverts et avec cette odeur de gâteau au yaourt fraîchement sorti du four que j'associerai toujours à la maison. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu as ce regard ?» m'a-t-elle dit en me servant du thé à la table de la cuisine. Je n'ai pas pu le lui cacher. Je lui ai tout raconté. Les humiliations, le silence d'Antoine, mon entreprise secrète, la maison sur l'île de Ré, mon plan de partir pour un temps. Je m'attendais à de l'inquiétude, peut-être même à de la désapprobation. Au lieu de cela, ma mère a souri. « Enfin, » dit-elle en prenant mes mains dans les siennes. « Enfin, tu reconnais ta propre valeur. Tu n'es pas en colère? Tu ne penses pas que je suis impulsive ?» Ma mère a laissé échapper un rire doux. « Chloé, j'attends depuis des années que tu arrêtes de baisser la tête. Tu as toujours été la plus intelligente, la plus créative. Quand nous n'avons pas pu payer tes études, j'ai pensé que quelque chose de précieux avait été perdu. Mais regarde ce que tu as accompli par toi-même. Je suis fière de toi, ma fille. Et si tu as besoin de temps pour toi, prends-le. Tu l'as bien mérité. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon ancienne chambre, entourée des souvenirs d'une Chloé plus jeune et plus incertaine. En me couchant, j'ai envoyé un message à Antoine. « J'arriverai tard demain. Ne m'attends pas pour dîner. » C'était un petit mensonge, mais nécessaire. Je ne voulais pas d'adieu dramatique. Je ne voulais pas avoir à m'expliquer une fois de plus. Le matin, ma mère m'a accompagnée à la gare. « Appelle-moi quand tu arriveras sur l'île », m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras comme si j'étais de nouveau une enfant. « Et souviens-toi, tu es la fille d'Isabelle Martin. Personne ne peut te faire sentir inférieure sans ton consentement. »« Je t'aime, maman, » ai-je murmuré, retenant mes larmes. « Et moi aussi, ma courageuse. » Le voyage en train vers La Rochelle était un espace entre deux vies. Je regardais par la fenêtre, voyant défiler des paysages familiers, pensant à tout ce qui était sur le point de changer. Je ne ressentais pas de peur, mais un calme étrange, comme si je faisais enfin ce qu'il fallait. Je suis arrivée à notre appartement dans l'après-midi. Antoine serait au travail jusqu'au soir. Parfait. J'ai emballé seulement ce que j'aimais. Mon ordinateur portable, mon appareil photo, quelques livres et des vêtements qui me faisaient me sentir forte. J'ai laissé les bijoux que sa famille m'avait offerts, les robes élégantes, dans lesquelles je ne me sentais jamais à l'aise, les talons que je ne mettais que pour les dîners de famille. J'ai pris mon alliance. Je l'ai regardée un long moment, et je l'ai finalement laissé sur la commode. Ce n'était pas un adieu définitif, mais une parenthèse nécessaire. Sur la table de chevet, j'ai laissé une note. « Merci pour tout. Je vais bien. J'ai besoin de temps pour moi. Je t'appellerai quand je serai prête à parler. Pas de drame. Pas de dernière dispute. Juste le silence et la force. » Mon vol partait à 20h. J'avais encore le temps de faire une dernière visite. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes beaux-parents, sachant qu'à cette heure-là, Catherine serait seule. Leur femme de ménage, Pilar, m'a ouvert la porte avec un sourire. « Madame Chloé !» Quelle surprise! Madame est dans le jardin. « Merci, Pilar. Ne vous inquiétez pas. Je connais le chemin. » Catherine était assise dans son fauteuil préféré, lisant un magazine de décoration. Elle a levé les yeux,
surprise de me voir. « Chloé, quelle visite inattendue. Antoine ne m'a pas dit que tu viendrais. »« Antoine ne le sait pas, » ai-je répondu en restant debout. Je n'allais pas m'asseoir. Je n'allais pas prétendre que c'était une visite de courtoisie. Je suis juste venue te dire quelque chose. Catherine a posé le magazine, visiblement mal à l'aise. « Ah oui? Et qu'est-ce que c'est ? Pendant 5 ans, j'ai essayé de gagner ton respect. J'ai supporté tes mépris, tes commentaires, ton rappel constant que je ne suis pas assez bien pour ton fils. Et je n'en peux plus. »« Je ne vois pas de quoi tu parles, » a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. « Si, tu le sais. L'autre jour, tu m'as traité de moins que rien. Sans diplôme, sans travail, sans avenir, as-tu dit. Eh bien, j'ai quelque chose à te dire. J'ai ma propre entreprise qui génère plus d'argent que ton fils n'en gagnera en des années. J'ai des clients qui me respectent et apprécient mon travail. Et j'ai une maison sur l'île de Ré que j'ai achetée avec mon propre argent. Alors non, Catherine, je ne suis pas une moins que rien. Je suis Chloé Martin, et je vaux bien plus que ce que tu ne comprendras jamais. » L'expression de Catherine était indéchiffrable. Surprise, confusion, peut-être même une lueur de respect. Peu m'importait. Je n'étais pas venue chercher son approbation. Je voulais juste dire ma vérité avant de partir. Je pars pour un temps. J'ai besoin d'espace pour réfléchir à mon mariage et à mon avenir. Si Antoine et moi avons une chance, cela dépendra en partie de la façon dont les choses changeront entre nous. Et cela inclut la façon dont sa famille me traite. Je me suis retournée pour partir, mais la voix de Catherine m'a arrêtée. « Chloé, » je me suis retournée, dans l'expectative. Je ne savais pas, pour ton entreprise. Antoine n'a jamais rien dit, parce qu'Antoine ne s'est jamais assez intéressé pour le savoir. Tout comme toi. Et sur ce, j'ai refermé la porte derrière moi. Un sentiment de liberté m'a envahi, alors que je marchais vers ma voiture. Fini de faire semblant. Fini de baisser la tête. Fini d'attendre la validation de ceux qui ne la donneraient jamais. Mon téléphone a sonné alors que j'étais sur le point de démarrer. C'était Antoine. J'ai laissé sonner. Il y aurait un temps pour parler, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour moi. À l'aéroport, en attendant mon vol, j'ai reçu un message de Sophie. « Tout va bien ? Déjà en route ?» J'ai souri et répondu « Tout est parfait. Je décolle dans 1 heure. Je t'appelle en arrivant. » J'ai jeté un dernier regard à l'appartement qui ne m'avait jamais semblé être un foyer, à la ville qui m'avait tant donné et tant pris, et j'ai refermé la porte derrière moi. Le taxi attendait. Ma nouvelle vie aussi. Atterrir sur l'île de Ré, c'était comme se réveiller d'un mauvais rêve. L'avion a descendu à travers des nuages qui s'ouvraient pour révéler le bleu intense de l'Atlantique et le profil du phare des baleines au loin. J'ai senti le nœud que je portais dans la poitrine depuis des années commencer à se desserrer. J'ai pris un taxi de l'aéroport de La Rochelle jusqu'à Ars-en-Ré. Le chauffeur, un homme plus âgé nommé Jean-Pierre, m'a diverti avec des histoires sur l'île pendant que nous traversions des paysages de marais salants et de petits villages côtiers. « C'est la première fois sur l'île, ma petite dame ?» a-t-il demandé en me regardant dans le rétroviseur. « Non, j'ai déjà une petite maison ici », ai-je répondu, ressentant un étrange mélange de fierté et de soulagement en le disant à voix haute. C'était vrai. J'avais un endroit qui était entièrement à moi, acheté grâce à mes efforts, sans rien devoir à personne. « Ah, eh bien bienvenue à la maison alors », s'est exclamé Jean-Pierre avec un sourire sincère. La maison. Quel mot simple et pourtant si complexe. Cela faisait des années que je n'avais pas senti que j'avais un vrai foyer. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'oranges et de roses. Ma petite maison, bois blanc, volets bleus, un porche face aux vagues, m'a accueillie comme une vieille amie. Madame Françoise avait tenu sa promesse. Les lumières étaient allumées, et je pouvais sentir l'odeur de quelque chose de délicieux qui cuisait. « Ah, ma petite, vous voilà enfin !» Madame Françoise est apparue à la porte, s'essuyant les mains sur son tablier. À 70 ans, elle était toujours une femme énergique, avec les cheveux entièrement blancs relevés en chignon, et ce sourire qui illuminait tout son visage. Elle m'a serré dans ses bras, comme si nous étions de la famille. « Je vous ai préparé une bonne soupe de légumes et une quiche lorraine. Vous devez avoir faim après le voyage. » J'ai ouvert les portes, enlevé mes chaussures et laissé le sable m'accueillir. La maison était petite mais parfaite. Un salon avec vue sur la mer, une cuisine rustique, une chambre avec un grand lit confortable et une salle de bain avec une baignoire ancienne.
Rien de luxueux, rien de prétentieux. Exactement ce dont j'avais besoin. Cette première nuit, après que Madame Françoise soit partie en promettant de revenir le lendemain avec du pain frais, je me suis assise sur le porche avec un verre de vin blanc local, écoutant le bruit des vagues. Le ciel était rempli d'étoiles, plus que je n'en avais jamais vu à Lyon. J'ai respiré profondément, laissant l'air salin remplir mes poumons. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais respirer sans ce poids constant sur ma poitrine. Mon téléphone avait sonné toute la journée. Antoine, inquiet au début, puis en colère, et finalement suppliant. « Où es-tu ? Pourquoi es-tu parti comme ça ? S'il te plaît, rentre à la maison. » Il y avait aussi des messages de ma belle-mère, étonnamment, demandant si j'allais bien, et plusieurs de Sophie, s'assurant que j'étais bien arrivée et me disant qu'elle était fière de moi. J'ai répondu uniquement à Sophie, en lui envoyant une photo de ma vue sur la mer avec le message « Arrivée au paradis. Je vais bien. Je t'appelle demain. » Pour les autres, le silence. J'avais besoin de ce temps pour moi, sans interférence, sans explication, sans avoir à me justifier une fois de plus. Chaque matin, je me levais avant l'aube, je marchais sur la plage, et je revenais travailler depuis mon hamac. Je ne survivais pas seulement, je prospérais. Mon entreprise s'est développée alors que j'avais enfin l'espace mental pour y investir. J'ai commencé à coacher des jeunes femmes qui sentaient qu'elles ne rentraient pas dans le moule. Je leur ai dit la vérité. L'éducation est puissante, mais l'estime de soi est la vraie clé. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Je cuisinais pour moi-même, je dansais pieds nus dans le salon, et je nageais sous les étoiles. Personne ne me critiquait, personne ne me rabaissait. Je vivais enfin la vie que j'avais construite en secret, tranquillement, avec force, librement. Arcenré s'est avéré être l'endroit parfait pour ma renaissance. Un petit village de caractère, rempli de cyclistes et de familles, avec suffisamment de touristes pour ne pas me sentir complètement isolée, mais pas trop pour me sentir submergée. J'ai vite établi une routine. Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse du café du commerce, où Marc, le propriétaire, connaissait déjà ma commande de café crème et de tartines beurrées. Je travaillais le matin sur mon porche, ou, les jours venteux, depuis la petite bibliothèque municipale. Je déjeunais léger à la maison. Et l'après-midi, si le travail le permettait, je faisais de longues promenades sur la plage ou jusqu'au phare des baleines, ce monument qui dominait le paysage, et offrait des vues spectaculaires sur toute la côte. C'est lors d'une de ces promenades que j'ai rencontré Tania, une photographe québécoise qui était venue sur l'île pour un reportage sur les artistes locaux et qui était tombée amoureuse de l'endroit, restant bien plus longtemps que prévu. Nous nous sommes rencontrés un après-midi au sommet du phare, toutes deux haletantes après l'effort de la montée, mais souriant devant la récompense de cette vue panoramique. « En pleine évasion, toi aussi ?» m'a-t-elle demandé après avoir échangé les politesses d'usage. Quelque chose dans son regard m'a dit qu'elle comprenait, qu'elle avait peut-être vécu quelque chose de similaire. « C'est si évident que ça ?» ai-je répondu, surprise par sa perspicacité. Tania a ri, d'un rire chaud et sincère. Je reconnais ce regard, moitié soulagement, moitié culpabilité. Je l'ai eu pendant des mois après avoir quitté Montréal et mon ex. Ainsi commença une amitié qui serait fondamentale dans ma nouvelle vie. Tania et moi partagions non seulement des expériences similaires, mais aussi une façon de voir le monde. Nous avions toutes les deux construit des carrières non conventionnelles. Nous valorisions toutes les deux notre indépendance par-dessus tout. Et nous apprenions toutes les deux à ne pas nous excuser d'être qui nous étions. Grâce à Tania, j'ai rencontré d'autres personnes sur l'île. Lucas, un professeur de yoga qui donnait des cours sur la plage à l'aube. Estelle, une écrivaine locale qui avait publié plusieurs livres sur les légendes de l'île. David, un chef qui avait quitté un restaurant étoilé à Paris pour ouvrir un petit bistrot à Arcenré, où il ne cuisinait que ce que la mer et les maraîchers locaux lui offraient chaque jour. Peu à peu, j'ai construit une communauté, un cercle d'amis qui m'acceptaient tel que j'étais, sans attente, sans jugement. C'était une sensation nouvelle et merveilleuse. Appartenir sans avoir à me changer moi-même. Mon entreprise a également prospéré dans ce nouvel environnement. La distance m'a donné de la perspective, et j'ai commencé à être plus sélective avec mes clients, ne travaillant qu'avec ceux qui appréciaient vraiment ce que j'offrais. J'ai lancé un podcast sur le marketing digital pour les petites entreprises, partageant mes connaissances de manière accessible et pratique.
À ma grande surprise, il a rapidement gagné en popularité, en particulier auprès des femmes entrepreneurs. « Tu as une façon d'expliquer les choses qui rend le compliqué simple », m'a dit une auditrice dans un email. « Tu m'as donné la confiance nécessaire pour démarrer ma propre entreprise. Merci de partager ta sagesse si généreusement. » Ces mots signifiant plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent. J'aidais d'autres femmes à trouver leur voie, leurs valeurs, leur chemin. D'une certaine manière, en fuyant une situation où je me sentais invisible, j'étais devenue plus visible que jamais. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait des jours où je doutais de ma décision, des jours où Antoine me manquait, ou où je me demandais si j'avais été trop radicale. Des jours où la culpabilité me pesait, surtout quand je parlais à ma mère et que je percevais son inquiétude malgré son soutien indéfectible. J'avais réduit la communication avec Antoine à des messages occasionnels, simplement pour lui faire savoir que j'allais bien. Je n'étais pas prête pour une vraie conversation, pour décider si notre mariage avait un avenir ou non. Je devais d'abord me trouver complètement moi-même, avant de pouvoir offrir une partie de moi à quelqu'un d'autre. Un matin, alors que je travaillais à la terrasse d'un café, j'ai reçu un email d'un magazine économique assez connu. Il voulait aller m'interviewer pour un article sur les femmes entrepreneurs qui avaient construit des entreprises prospères sans suivre le chemin traditionnel. Au début, j'ai cru à une blague ou à une erreur. Moi, dans un magazine, mais c'était réel. Quelqu'un avait écouté mon podcast, suivi mon travail, et estimé que mon histoire méritait d'être racontée. L'interview se ferait par visioconférence la semaine suivante. J'ai ressenti un mélange d'excitation et de terreur. Une partie de moi voulait refuser. Que se passerait-il si Antoine ou sa famille le voyaient? Que penserait-il? Mais je me suis souvenu des paroles de ma mère. Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Et j'ai décidé d'accepter. J'ai passé les jours suivants à alterner entre l'excitation et la panique. Tania, avec sa franchise habituelle, m'a aidée à me préparer. Écoute Chloé, c'est ta chance de raconter ton histoire selon tes propres termes. Sans excuses, sans justification. Juste toi, ton travail, tes réussites. Tu es brillante dans ce que tu fais, et le monde mérite de le savoir. Le jour de l'interview, je me suis assise sur mon porche, avec la mer en toile de fond. J'avais soigné mon apparence plus que d'habitude. Une robe simple mais élégante, les cheveux relevés, une touche de maquillage. Je voulais avoir l'air professionnel mais authentique, comme je me sentais à l'intérieur. La journaliste, une femme nommée Hélène, m'a immédiatement mise à l'aise avec son approche conversationnelle et son intérêt sincère pour mon travail. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, non seulement de mon entreprise, mais aussi des défis d'être une femme entrepreneur, de l'importance de croire en soi quand personne d'autre ne le fait, de construire une vie selon ses propres termes. « Une dernière question, Chloé », a dit Hélène vers la fin. « Que diriez-vous aux autres femmes qui sentent qu'elles ne rentrent pas dans les moules que la société ou leur famille ont créés pour elles ?» J'ai regardé vers la mer, pensant à mon propre voyage, à tout ce que j'avais appris pendant ces mois de solitude et de découverte de soi. Je leur dirais que leur valeur ne dépend pas d'un diplôme universitaire, ou d'un travail traditionnel, ou de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Je leur dirais de trouver ce qu'elles aiment, ce pourquoi elles sont douées, et d'en faire leur force, de construire silencieusement, avec persévérance, jusqu'à ce que personne ne puisse nier leur succès. Et surtout, je leur dirais de se donner la permission de prendre de la place, d'être visibles, de réclamer leur place dans le monde, parce qu'elles le méritent. Nous le méritons toutes. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise un long moment, à regarder les vagues se briser sur le rivage. J'ai ressenti une paix profonde, la certitude que, peu importe ce qui arriverait à mon mariage ou à mon avenir, j'avais trouvé quelque chose d'inestimable, ma propre voix, ma propre vérité. Cela faisait exactement 2 mois que j'étais arrivée à Ars-en-Ré quand mon téléphone a sonné pour un appel que je n'attendais pas. C'était un dimanche après-midi, et j'étais assise sur la terrasse de ma maison, réfléchissant à des idées pour un nouveau projet, quand j'ai vu le nom d'Antoine s'afficher sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Nous avions maintenu une communication minimale par message, principalement à son initiative, mais nous n'avions pas parlé directement depuis mon départ. Mais la curiosité l'a emporté. « Allô ?» ai-je répondu, en essayant de garder une voix neutre. « Chloé ?» Sa voix était différente. Pas en colère comme dans ses premiers messages, ni suppliante comme dans les suivants. Il y avait autre chose,
Un mélange de résignation et peut-être de respect. « Comment vas-tu » Une question simple qu'il ne m'avait jamais posée avec un intérêt aussi sincère. J'ai regardé la mer, scintillante sous le soleil de l'après-midi, et j'ai décidé d'être honnête. Je vais bien, Antoine. Mieux que bien, en fait. Je me trouve, je suppose. Un silence s'est installé entre nous, mais il n'était pas inconfortable comme nos silences l'étaient à Lyon. Il était plutôt contemplatif. « Je suis content pour toi », a-t-il finalement dit. Vraiment. Un autre silence. Je pouvais entendre sa respiration, le léger bruit de fond qui suggérait qu'il était dans la rue. « Ma mère a demandé de tes nouvelles, souvent », a-t-il continué, d'un ton hésitant. Je suis restée silencieuse, surprise. Catherine demandant de mes nouvelles était la dernière chose que je m'attendais à entendre. Elle ne savait pas que tu étais partie dans ta maison, sur l'île de Ré. Alors, elle avait enfin découvert mon secret. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Je n'avais plus à faire semblant. Mais maintenant, je devrais faire face aux conséquences de mon indépendance silencieuse. Comment l'a-t-elle appris ? Ai-je demandé, vraiment curieuse. Antoine a soupiré. De la manière la plus absurde, en fait. Tu te souviens de mon cousin Julien, celui de Bordeaux ? Oui, bien sûr. Julien, le cousin préféré d'Antoine, un type sympathique qui m'avait toujours traité avec plus de chaleur que le reste de la famille. Eh bien, il s'avère que sa femme, Anne, est une auditrice assidue d'un podcast sur le marketing digital. Un jour, elle l'écoutait chez mes parents, lors d'une visite, et soudain, elle a reconnu ta voix. J'ai senti un frisson. Mon podcast, celui que j'avais commencé presque comme une thérapie et qui était devenu une partie importante de mon entreprise. Je n'avais jamais caché mon nom. Chloé Martin est assez courant, après tout. Mais je ne m'en étais pas vantée auprès de la famille d'Antoine. Anne n'en revenait pas, a poursuivi Antoine. Elle a dit à Julien, « C'est Chloé, la femme de ton cousin. » Ils étaient dans le salon, avec mes parents. Ma mère a pensé qu'elle se trompait, mais Anne a insisté. Elle a cherché ta photo sur le web et la leur a montrée. C'était toi, parlant de stratégie marketing, avec des milliers d'abonnés, te présentant comme une experte. Je pouvais imaginer la scène. Catherine, avec sa posture parfaite et son collier de perles, regardant avec incrédulité l'image de sa belle-fille, cette « moins que rien », étant reconnue et respectée dans un monde qu'elle ne comprenait même pas. Et puis, a continué Antoine, les questions ont commencé. Anne a raconté le succès de ton podcast, à quel point tu expliquais bien des concepts compliqués, comment tu avais aidé sa petite entreprise d'artisanat à se développer. Julien a mentionné qu'il avait vu ton nom dans un article sur les femmes entrepreneurs, et ma mère était complètement décontenancée. L'interview. Elle avait été publiée il y a à peine 2 semaines. Il ne m'était pas venu à l'esprit qu'elle pourrait parvenir aux oreilles de la famille d'Antoine si rapidement. Et soudain, tout le monde me regardait, a poursuivi Antoine, et j'ai pu noter un ton de honte dans sa voix. Il me demandait si pourquoi je ne leur avais jamais parlé de ta carrière, de ton succès, et je n'ai pas su quoi dire, parce que la vérité, c'est que je ne m'étais jamais assez intéressée pour savoir vraiment ce que tu faisais. Ces mots m'ont fait mal, même si je le savais déjà. Pendant des années, Antoine avait vu mon travail comme un passe-temps, quelque chose pour m'occuper pendant qu'il construisait sa vraie carrière dans le cabinet d'architecture de son père. Ma mère est choquée, a-t-il ajouté. Elle pensait que tu restais simplement assise à la maison toute la journée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. L'image de Catherine découvrant que sa belle-fille, qu'elle avait toujours considérée comme inférieure, était en réalité une entrepreneure à succès, avait un certain goût de justice poétique. Et maintenant, tout le monde sait aussi pour la maison, a conclu Antoine. Julien a vu des photos d'Arsène sur tes réseaux sociaux. Je n'arrive pas à croire que tu aies acheté une maison sans jamais me le dire. Comme toi, tu ne m'as jamais posé de questions sur mon travail ? Ai-je répondu, sans pouvoir me retenir. Un autre silence, celui-ci plus lourd. Tu as raison, a-t-il finalement admis. J'ai été un idiot, Chloé. Un idiot aveugle et arrogant. Je ne m'attendais pas à ça. Un Antoine admettant ses erreurs, c'était nouveau. Je me suis demandé si c'était sincère ou juste une stratégie pour me convaincre de revenir. « Tu veux revenir ?» a-t-il demandé, comme s'il avait lu dans mes pensées. « À Lyon, je veux dire. À la maison. »
Le mot « maison » m'a provoqué une sensation étrange. Lyon n'était plus ma maison. Peut-être ne l'avait-elle jamais vraiment été. Je ne sais pas, Antoine, ai-je répondu honnêtement. J'ai besoin de plus de temps. Je construis quelque chose ici, pas seulement une entreprise, mais une vie qui me rend heureuse. Je comprends, a-t-il dit. Et pour la première fois, j'ai cru qu'il comprenait vraiment. Prends le temps qu'il te faut. Juste, ne disparais pas complètement, d'accord? On pourrait, je ne sais pas, se parler de temps en temps. Apprendre à se connaître à nouveau peut-être. L'idée n'était pas désagréable. Un Antoine qui voudrait me connaître, vraiment me connaître, c'était quelque chose que j'avais désiré pendant des années. On pourrait essayer, ai-je concédé. Pas à pas. Merci, a-t-il dit. Et le soulagement dans sa voix était palpable. Et Chloé, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quoi? Ma mère veut te parler. Elle a essayé de t'appeler, mais je suppose que tu l'as bloquée. C'était vrai? Après mon départ, j'avais bloqué le numéro de Catherine. Je ne voulais pas de ses reproches, de ses tentatives de manipulation, de sa pression pour que je retourne à ma place. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à te dire, a poursuivi Antoine devant mon silence. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais elle semble différente. Comme si elle voulait vraiment arranger les choses. Je ne suis pas sûre d'être prête pour ça, ai-je admis. L'idée de parler à Catherine, après tout ce qui s'était passé, me provoquait un mélange d'anxiété et de méfiance. Je comprends. Je pensais juste que tu devais le savoir. Après avoir raccroché, je suis restée à regarder l'horizon, où la mer se fondait avec le ciel en une ligne parfaite. L'appel d'Antoine avait remué des émotions que je croyais avoir laissées derrière moi. Je ne savais pas si je devais être en colère que mon secret ait été découvert, ou soulagée de ne plus avoir à me cacher. Ce soir-là, pendant le dîner avec Tania et Lucas au petit restaurant de David, je leur ai parlé de l'appel. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Tania, en servant plus de vin dans nos verres. « Tu vas parler à la sorcière ?» J'ai souri à sa description. Je leur avais suffisamment parlé de Catherine pour qu'ils comprennent ma situation. « Je ne sais pas, ai-je avoué. Une partie de moi veut l'ignorer, continuer ma vie ici, mais une autre partie veut la satisfaction qu'elle te voie telle que tu es vraiment, a complété Lucas, avec cette intuition qui le caractérisait. C'est naturel, Chloé. Tu as passé des années à être invisible pour elle. Maintenant qu'elle te voit enfin, tu veux être là pour en être témoin. Je suppose que oui, ai-je admis. Mais j'ai aussi peur que rouvrir cette porte me fasse reculer, perdre tout ce que j'ai gagné ici. David, qui nous avait rejoints après avoir fermé la cuisine, est intervenu avec son pragmatisme habituel. « Écoute, tu n'as pas à décider maintenant. Laisse passer un peu plus de temps. Si elle a vraiment changé, elle voudra toujours te parler dans une semaine ou un mois. Et sinon, tu te seras épargné un mauvais moment. » J'ai hoché la tête, reconnaissante pour leurs conseils. Ses amis, qui me connaissaient depuis à peine quelques mois, comprenaient mieux mes sentiments que les personnes avec qui j'avais partagé des années de ma vie. « Tu sais ce que ma grand-mère m'a dit une fois ?» a commenté Tania, avec ce sourire qui illuminait tout son visage. Elle a dit « Ma petite, parfois il faut partir pour qu'on t'apprécie, et parfois il faut revenir pour t'apprécier toi-même. Peut-être que c'est ton moment de revenir, pas physiquement, mais émotionnellement. » Pour clore des chapitres, ces mots ont résonné en moi. Peut-être avait-elle raison. Peut-être devais-je affronter Catherine, non pas depuis la position de vulnérabilité que j'avais toujours occupée, mais depuis ma nouvelle force, ma nouvelle confiance. « Dis à la sorcière de venir sur l'île de Ré si elle veut te parler », a suggéré Lucas, à moitié en plaisantant. « Que ce soit sur ton terrain, selon tes termes. » Nous avons tous ri, mais l'idée n'était pas entièrement absurde. Si Catherine voulait vraiment arranger les choses, elle devrait faire un effort. J'avais déjà fait suffisamment de sacrifices pour cette famille. Cette nuit-là, alors que je me préparais à dormir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Chloé, c'est Catherine. Antoine m'a donné ton nouveau numéro. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. » Je l'ai lu plusieurs fois, cherchant le ton condescendant ou manipulateur qui caractérisait habituellement nos interactions. Mais je ne l'ai pas trouvé. C'était une demande simple, presque humble. Je n'ai pas répondu immédiatement. Comme l'avait dit David, je n'avais pas à décider à ce moment-là. Je me suis mise au lit, écoutant le bruit de la mer à travers la fenêtre ouverte,
Et j'ai pensé aux mots de Tania. Parfois, il faut partir pour qu'on t'apprécie. Ça, je l'avais déjà accompli. La question maintenant était, étais-je prête à revenir, dans n'importe quel sens du terme, pour m'apprécier moi-même? Une semaine après l'appel d'Antoine, alors que je travaillais à la terrasse du café du commerce, j'ai reçu un email de Catherine. « Je te dois des excuses », disait l'objet. Simple, direct. Je suis restée à fixer l'écran, le curseur clignotant sur le message non ouvert, comme s'il s'agissait d'une boîte de Pandore attendant d'être ouverte. Marc s'est approché avec une autre tasse de café. « On dirait que tu as vu un fantôme, Chloé », a-t-il commenté avec sa franchise habituelle. Au cours de ces mois, le propriétaire du café était devenu une sorte de confident informel. « Presque », ai-je répondu, en tournant l'écran pour lui montrer l'email. « De ma belle-mère. »« Ah, la fameuse Madame Catherine », a-t-il dit, en hochant la tête comme s'il la connaissait personnellement après toutes les histoires que je lui avais racontées lors de nos discussions matinales. « Et que dit la dame ? » ?»« Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore ouvert. » Marc s'est assis en face de moi, ce qu'il ne faisait que lorsque le café était calme. « Et qu'est-ce que tu attends ? » Bonne question. Qu'est-ce que j'attendais ? Peut-être de me sentir prête pour tout ce que ce message pouvait contenir. Peut-être d'être sûre que les mots de Catherine, quels qu'ils soient, n'auraient plus le pouvoir de me blesser. Je ne sais pas, ai-je admis. « Écoute, Chloé, » a dit Marc, avec cette sagesse que seules les années et l'écoute des histoires de centaines de clients peuvent donner. Parfois, la peur de quelque chose est pire que la chose elle-même. Quoi que dise cet email, ça ne changera pas qui tu es maintenant. Il avait raison, bien sûr. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le message. « Chère Chloé », commençait l'email. Et déjà, ces deux mots m'ont surprise. Catherine ne m'avait jamais appelée « chère » auparavant. Je te dois des excuses. Il n'y a pas de manière élégante de le dire, alors je serai directe. Je me suis trompée sur ton compte. J'ai jugé sans connaître, méprisé sans comprendre, et mes mots t'ont fait du mal. Pour tout cela, je suis désolée. Julien et Anne m'ont parlé de ton travail, de ton podcast, de la façon dont tu as aidé tant de personnes avec tes connaissances. J'ai vu l'interview dans le magazine, et je suis impressionnée par ce que tu as accompli par toi-même, sans l'aide de personne. Je n'attends pas que tu me pardonnes immédiatement, ni même que tu répondes à ce message. Je voulais juste que tu saches que je suis fière de t'avoir dans notre famille, même si mon comportement t'a poussé à t'éloigner. Si jamais tu es disposée à parler, j'aimerais avoir l'occasion de te connaître vraiment. La porte est ouverte. Catherine. J'ai lu le message 3 fois, cherchant le double sens, la manipulation subtile, le piège caché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce n'était pas de la chaleur, pas encore, mais c'était une reconnaissance, peut-être la première authentique que Catherine m'avait montrée. J'ai passé le téléphone à Marc, qui a lu le message attentivement, ses sourcils s'arquant légèrement. « Eh bien », a-t-il dit en me rendant le téléphone. « On dirait que la dame a eu une révélation. »« On dirait bien ?» ai-je murmuré, encore en train de digérer ce que je venais de lire. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» a demandé Marc, toujours direct. Je suis restée à regarder la mer au loin, laissant la question résonner en moi. Qu'est-ce que je ressentais ? Ce n'était pas du triomphe, comme j'aurais pu m'y attendre. Ce n'était pas cette satisfaction mesquine d'avoir prouvé ma valeur à celle qui m'avait méprisée. C'était quelque chose de plus compliqué. Du soulagement, je suppose, ai-je finalement répondu. Et aussi un peu de tristesse, parce qu'il a fallu en arriver là, que je fuis, que je sois découverte par hasard, pour qu'elle me voie comme une personne digne de respect. Marc a hoché la tête, compréhensif. Parfois, les gens ont besoin d'une secousse pour voir ce qu'ils avaient sous les yeux depuis le début. La question est, veux-tu lui donner une chance ? Je ne sais pas, ai-je admis. J'ai besoin d'y réfléchir. Je n'ai pas répondu à l'email de Catherine ce jour-là, ni le lendemain. Je me suis assise sur le porche, relisant le message, laissant les mots s'installer. Une partie de moi voulait l'ignorer, continuer ma vie sans son influence. Mais une autre partie, peut-être la plus sage, savait que le pardon n'était pas seulement pour elle, c'était pour moi. 3 jours après l'email de Catherine, j'ai reçu une autre surprise. Un magazine d'affaires assez reconnu m'a contacté pour me demander d'écrire un article sur l'entrepreneuriat féminin. La rédactrice en chef avait vu mon interview et écouté mon podcast, et elle pensait que ma perspective pourrait trouver un écho auprès de ses lectrices. C'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. En travaillant sur l'article,
Assise à mon endroit préféré sur la plage avec mon ordinateur portable, j'ai réfléchi à mon parcours, de me sentir invisible, à être sollicitée pour partager mon expérience. Comment ce changement s'était-il produit? Ce n'était pas seulement en partant pour l'île de Ré, bien que cet acte de courage ait été un catalyseur. C'était en reconnaissant enfin ma propre valeur, en arrêtant de me cacher, en osant prendre de la place. Cet après-midi-là, après avoir envoyé la première version de l'article, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais repoussé. Organiser une diffusion en direct depuis mon jardin. Non pas pour parler de marketing ou de stratégie commerciale, mais pour partager mon histoire personnelle. Pas celle de ma belle-mère, mais celle de me relever de la honte, de construire avec un but et d'honorer mon propre chemin. J'ai préparé l'espace. Une chaise confortable sous le figuier qui se trouvait dans un coin du jardin, avec la mer en arrière-plan. Tania, qui était devenue une amie proche, a proposé de m'aider avec la partie technique. « Tu seras surprise du nombre de personnes qui se connecteront », m'a-t-elle assuré en ajustant l'éclairage. Et elle avait raison. Lorsque j'ai lancé la diffusion, les chiffres ont commencé à grimper rapidement. 100, 500, 1000 personnes. Beaucoup étaient des abonnés réguliers de mon contenu professionnel, mais d'autres étaient nouvelles, attirées par le sujet plus personnel que j'avais annoncé. « Bonjour à tous », ai-je commencé, avec un mélange de nervosité et de détermination. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de différent. Pas d'algorithme ou de stratégie marketing, mais de la valeur personnelle et de la façon dont nous avons parfois besoin de nous perdre pour nous retrouver. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai partagé mon parcours. Je ne suis pas entrée dans les détails de mon mariage ou de ma belle-mère, mais j'ai parlé de la façon dont j'avais laissé les opinions des autres définir ma valeur, de la façon dont j'avais caché mes réussites par peur ou par insécurité, de la façon dont j'avais finalement trouvé le courage de réclamer ma place dans le monde. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant que nous n'étions pas assez, ai-je dit, en voyant les commentaires défiler sur l'écran. Pas assez intelligente, pas assez préparée, pas assez valable. Et nous avons commencé à le croire, à vivre dans l'ombre, à nous excuser d'exister. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes plus qu'assez. Vos rêves comptent. Vos voix méritent d'être entendues. Et il n'est jamais trop tard pour réclamer votre pouvoir. Les commentaires étaient bouleversants. Des femmes de partout partageant des expériences similaires, remerciant l'honnêteté, trouvant dans mes mots l'écho de leur propre lutte. « Tu m'as donné de l'espoir », disait l'un. « Pour la première fois depuis des années, je sens que je peux le faire », disait un autre. Quand j'ai terminé la diffusion, avec les oiseaux chantant au crépuscule et les vagues se brisant au loin, je me suis sentie étrangement légère. Comme si, en partageant mon histoire, j'avais libéré quelque chose en moi. Je n'étais pas seulement en train de guérir, j'aidais les autres à guérir aussi. Tania m'a serré dans ses bras quand nous avons éteint le matériel. « Tu as vu ça ? Plus de 10 000 personnes, Chloé. 10 000 personnes qui ont écouté ton histoire et se sont senties moins seules. C'est incroyable, ai-je murmuré, encore en train de réaliser ce qui venait de se passer. Ce n'est que le début, a dit Tania. Ta voix est puissante. Les gens t'écoutent parce que tu es authentique, parce que tu parles d'expérience, pas de théorie. Cette nuit-là, après avoir célébré avec un dîner improvisé avec mes amis, j'ai parcouru les messages qui étaient arrivés après la diffusion. Des centaines de femmes qui s'étaient senties touchées par mes paroles. Parmi eux, il y en avait un qui m'a fait m'arrêter. Il provenait d'une adresse email que je ne reconnaissais pas, mais le contenu m'était familier. « J'ai vu ta diffusion aujourd'hui. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça toutes ces années. J'aurais dû le voir. J'aurais dû te soutenir. Je suis désolée, Chloé. Vraiment. » C'était d'Antoine. Je ne savais pas comment il avait trouvé la diffusion. Peut-être via Anne, la femme de Julien. Mais il l'avait vue. Et pour la première fois, il semblait comprendre. Alors que je réfléchissais à la manière de répondre, ou si je devais le faire, j'ai reçu un autre message. Cette fois, de Catherine. « Chloé, je viens de voir ta vidéo. Je n'aurais jamais imaginé que mes mots pouvaient causer autant de mal. Il n'y a aucune excuse pour mon comportement, mais je veux que tu saches que j'apprends. Si tu me donnes l'opportunité, j'aimerais te le prouver. » Je me suis assise sur le porche, relisant les 2 messages, laissant les mots m'imprégner. Le ciel était rempli d'étoiles, plus brillantes que je n'en avais jamais vues à Lyon. Le son de la mer était constant, réconfortant. À ce moment-là,
J'ai compris que je n'avais pas besoin que Catherine ou Antoine me voient. Enfin, je m'étais vue moi-même. Cette révélation fut puissante. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de prouver ma valeur à ceux qui m'avaient méprisée. Il s'agissait d'honorer mon propre chemin, de reconnaître ma propre valeur, indépendamment de la validation externe. Avec cette clarté, j'ai d'abord répondu à Antoine. « Merci d'avoir regardé la diffusion. Je suis contente que tu aies pu comprendre un peu mieux comment je me sentais. Je suis encore en train de digérer beaucoup de choses, mais j'apprécie tes mots. » Puis, à Catherine. « Merci pour ton message. Je ne peux pas promettre que les choses redeviendront comme avant. En réalité, je ne veux pas qu'elles soient comme avant. Mais je suis ouverte à construire quelque chose de nouveau, basé sur le respect mutuel. J'aurai besoin de temps. » Une fois les messages envoyés, je me suis sentie en paix. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait à mes relations avec Antoine ou Catherine. Mais ma félicité ou ma valeur ne dépendirent plus d'eux. J'avais trouvé ma voie, mon but, ma communauté. Et c'était quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Le lendemain matin, en marchant sur la plage à l'aube, ma routine quotidienne depuis mon arrivée à Ars-en-Ré, j'ai réfléchi au changement des derniers mois. J'étais arrivée en femme blessée, cherchant un refuge. Maintenant, je me sentais comme une femme complète, avec un but et une direction. La douleur était toujours là, comme une cicatrice qui raconte une histoire, mais elle ne me définissait plus. Quand le soleil a commencé à s'élever au-dessus de l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, j'ai pris une décision. Indépendamment de ce qui arriverait à mon mariage ou à la famille d'Antoine, je ne retournerai pas vivre dans l'ombre. Ma lumière était trop précieuse pour être cachée. Maintenant, chaque matin, je me promène dans mon jardin avec une tasse de thé et sans regret. Le figuier que j'ai planté il y a 3 mois donne déjà ses premiers fruits, petits mais prometteurs, comme tout ce que j'ai construit ici. Les bougainvilliers grimpent sur les murs blancs de la maison, explosant de couleurs violettes et fuchsia. Mon petit coin de paradis. 8 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté Lyon. 8 mois de découverte, de croissance, de construction d'une vie selon mes propres termes. Je ne souhaite pas que les choses aient été différentes. Je suis reconnaissante pour la lutte. Elle a révélé ma force. Mon entreprise a grandi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Après cette première diffusion en direct, où j'ai partagé mon histoire personnelle, quelque chose a changé. Les femmes ont commencé à me rechercher non seulement pour mes connaissances techniques, mais pour quelque chose de plus profond. L'inspiration, la possibilité de se réinventer à tout âge, la permission de réclamer leur place dans le monde. J'ai lancé un programme de mentorat pour les femmes entrepreneurs, en particulier celles qui, comme moi, n'avaient pas d'éducation formelle mais une passion et une détermination. Je l'ai appelé « Votre propre chemin ». Et en quelques mois, j'avais déjà une liste d'attente de centaines de candidates. Il ne s'agissait pas seulement d'enseigner le marketing digital ou les stratégies d'entreprise. Il s'agissait d'aider ces femmes à reconnaître leurs valeurs intrinsèques, à surmonter les voix, externes et internes, qui leur disaient qu'elles n'étaient pas assez bien. Je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire, m'a avoué Hélène, l'une de mes premières mentorées, une femme de 50 ans qui avait été femme au foyer toute sa vie et qui lançait maintenant une entreprise de produits artisanaux. J'ai toujours cru qu'il était trop tard pour moi, que je n'avais pas les compétences nécessaires. Mais tu m'as fait voir que l'âge et l'éducation formelle ne sont que des excuses que nous nous donnons. Des témoignages comme celui-ci me rappelaient pourquoi il valait la peine de partager mon histoire, aussi vulnérable que cela puisse me rendre. Chaque fois qu'une femme trouvait sa voie, chaque fois qu'elle faisait le pas pour suivre ses rêves, je sentais que ma propre souffrance avait eu un but. J'envoie régulièrement des cartes postales à Amélie, la fille de ma sœur, sur le continent. Elle a 17 ans et se trouve à ce moment crucial de la vie où toutes les décisions semblent définitives, où les erreurs semblent irréparables. Je lui parle de mes expériences. Je lui dis de suivre ses rêves, peu importe qui doute d'elle. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je peux éclairer le chemin pour quelqu'un d'autre. Tati, je veux être comme toi quand je serai grande, m'a-t-elle écrit dans son dernier message, libre et courageuse. Ces mots m'ont fait pleurer. Pas de tristesse, mais d'un étrange mélange de fierté et d'humilité. Était-ce ainsi qu'elle me voyait, libre et courageuse? Peut-être que je l'étais maintenant, même si le chemin pour en arriver là avait été semé de peur et de doute, mais cela faisait aussi partie de la leçon que je voulais lui transmettre. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle.
Antoine vient me rendre visite parfois. Notre relation a profondément changé. Après ces premiers messages suite à ma diffusion en direct, nous avons commencé à parler plus fréquemment, d'abord par message, puis par visioconférence. Les conversations étaient différentes maintenant, plus honnêtes, plus égales. Ce n'était plus moi qui m'adaptais à son monde, mais deux adultes essayant de se comprendre mutuellement. 3 mois après mon départ, il est venu sur l'île de Ré pour la première fois. C'était étrange de le recevoir chez moi, dans cet espace qui était entièrement mien, que j'avais créé sans son avis ni son influence. Il a séjourné dans un hôtel voisin. Nous savions tous les deux que nous avions besoin de cet espace séparé, mais nous avons passé des jours ensemble, à nous redécouvrir. « Je ne t'ai jamais vraiment vu », m'a-t-il avoué un après-midi, alors que nous marchions sur la plage. « Tu étais juste devant moi et pourtant je ne te voyais pas. Je ne me laissais pas voir non plus, ai-je admis, car une partie de la responsabilité était aussi la mienne. C'était plus facile d'être invisible que de risquer d'être rejeté pour qui j'étais vraiment. Nous continuons de travailler sur notre relation. Je ne sais pas si nous nous remettrons un jour ensemble en tant que couple. Il y a des blessures profondes qui commencent à peine à guérir. Mais au moins maintenant, il y a de l'honnêteté entre nous et du respect. Un respect que nous n'avions jamais eu auparavant. Et Catherine, elle envoie des messages polis de temps en temps. Notre relation ne s'est pas transformée en quelque chose de chaleureux et de proche. Mais il y a une nouvelle compréhension. Après ce premier email d'excuses, nous avons poursuivi une correspondance prudente. Jusqu'à ce qu'un jour, 4 mois après mon départ, elle me surprenne avec une demande. Elle voulait venir sur l'île de Ré pour découvrir ma vie ici. Je me souviens de ma surprise en lisant son message. Catherine, l'élégante dame de Lyon qui sortait rarement de sa zone de confort, voulant voyager seule dans une petite localité côtière. Pendant un moment, j'ai envisagé de refuser la visite. Mais je me suis souvenu des mots de Tania. Parfois, il faut revenir pour s'apprécier soi-même. Peut-être que recevoir Catherine sur mon territoire, dans ma vie reconstruite, ferait partie de ce processus. J'ai donc accepté. Catherine est venue pour un week-end, séjournant dans un petit hôtel de charme à Ars-en-Ré. La voir hors de son environnement habituel, sans ses perles, avec des vêtements décontractés, marchant maladroitement sur le sable, fut une révélation. C'était juste une femme de 60 ans, pas le monstre qui avait occupé mes cauchemars. Le premier après-midi fut inconfortable. Nous nous sommes assises à la terrasse d'un café, échangeant des phrases polies mais superficielles. Jusqu'à ce que finalement, après un long silence, Catherine dise quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. J'avais peur, tu sais. Peur ? Ai-je demandé, confuse. De quoi ? De toi, a-t-elle admis, regardant sa tasse de café comme si elle contenait toutes les réponses. De ce que tu représentais. Tu venais d'un monde si différent du nôtre, sans les références que je considérais importantes. Mais tu avais quelque chose que je n'ai jamais eu, le courage de suivre ton propre chemin. Et cela me terrifiait, parce que cela signifiait que tu pouvais montrer à Antoine une manière différente de vivre, loin des attentes que nous avions toujours eues pour lui. Son honnêteté m'a laissé sans voix. Je n'avais jamais considéré que Catherine, si sûre d'elle et dominante, pouvait avoir peur de moi. J'ai vécu toute ma vie en suivant les règles, a-t-elle poursuivi. L'épouse parfaite, la mère parfaite, l'hôtesse parfaite. Et regarde-moi maintenant, seule sur une île, assise à un café avec du sable dans les chaussures, parlant à la belle fille que j'ai méprisée. La vie a des façons curieuses de nous enseigner des leçons, n'est-ce pas? Cette conversation a changé quelque chose entre nous. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde, mais nous avons établi une nouvelle base, plus honnête et respectueuse. Catherine a vu ma vie à Ars-en-Ré, mon travail, mes amis, la communauté que j'avais construite, et pour la première fois, elle semblait comprendre qu'il y avait de nombreuses façons valables de vivre, pas seulement la sienne. Avant de partir, elle m'a remis un petit paquet. C'était à ma mère, a-t-elle dit. Je pense que maintenant il devrait t'appartenir. C'était une vieille montre de gousset en argent, avec une délicate gravure de fleurs. Un objet de famille, avec une histoire et une signification. Ce n'était pas un bijou ostentatoire comme ceux que Catherine avait l'habitude de porter, mais quelque chose de plus personnel, de plus intime. « Pourquoi me la donnes-tu » ai-je demandé, vraiment surprise. « Parce que ma mère aussi était une femme qui a osé être différente » a-t-elle répondu avec un petit sourire.
À son époque, d'une autre manière, bien sûr. Mais je pense qu'elle t'aurait admiré. Cette montre repose maintenant sur mon bureau, un rappel que les gens peuvent changer, que les histoires de famille sont complexes, que parfois, dans les endroits les plus inattendus, nous trouvons des liens que nous n'aurions jamais imaginés possibles. Ma vie actuelle est une vie que je n'aurais jamais osé imaginer il y a quelques années. Je travaille quand je veux et comme je veux. Mon temps est à moi. Mon espace est à moi. Mes décisions sont les miennes. Le programme de mentorat a pris de l'ampleur et j'écris un livre sur l'émancipation des femmes et l'entrepreneuriat non traditionnel. La maison d'édition qui s'est intéressée à le publier est précisément celle qui avait refusé Catherine des années auparavant, lorsqu'elle avait tenté de publier un livre de recettes familiales. Une autre de ces ironies de la vie. Je ne déteste pas Catherine. En fait, je la remercie. Elle m'a poussée dehors. Mais cette poussée m'a menée à une vie que je n'avais jamais osé réclamer pour moi-même. Comme ma mère l'a dit un jour, parfois, tes plus grands détracteurs deviennent tes meilleurs professeurs, même si aucun de vous deux ne le sait à ce moment-là. Alors me voilà, une femme sans diplôme universitaire, sans référence traditionnelle. Mais je possède 2 maisons. Je travaille en bikini si je veux. J'inspire des milliers de personnes. Et le plus important, je me respecte. C'est un héritage qu'aucune insulte ne peut atteindre. Le lever du soleil à Arsenré a quelque chose de magique. Les premiers rayons de soleil sur l'océan. Le calme avant que les cyclistes et les touristes n'envahissent les ruelles. Le son des mouettes qui se réveillent. C'est mon moment préféré de la journée. Je m'assois sur le porche avec mon thé, je respire profondément et je ressens de la gratitude pour tout, même pour la douleur qui m'a amenée jusqu'ici. Aujourd'hui, en observant ce lever de soleil, j'ai reçu un message d'Amélie. Tati, j'ai été acceptée à l'école de design. Et j'ai aussi obtenu une bourse partielle, donc je pourrais la payer en travaillant à temps partiel, comme tu me l'as suggéré. Mon cœur s'est rempli de fierté. Amélie avait hésité entre suivre le chemin sûr que ses parents voulaient pour elle, une carrière traditionnelle, avec un avenir garanti, ou poursuivre sa passion pour le design graphique. La voir choisir son propre chemin, inspiré en partie par mon histoire, m'a confirmé que tout cela en valait la peine. Après avoir répondu à Amélie, je me suis préparée pour ma journée. J'avais une visioconférence avec mon groupe de mentorés, puis une interview pour un podcast assez populaire sur le leadership féminin, et dans l'après-midi, une séance photo pour la couverture de mon livre. Une vie bien remplie, mais selon mes propres termes. Parfois, quand je repense à la Chloé d'il y a 1 an, je la reconnais à peine. Cette femme effrayée, essayant de se faire toute petite pour ne pas déranger, s'excusant constamment de prendre de la place. Le voyage a été long depuis. Un voyage de découverte de soi, de pardon, aux autres et à moi-même, et d'apprentissage pour réclamer ma place dans le monde sans demander la permission. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Si Antoine et moi trouverons un moyen de reconstruire notre mariage sur de nouvelles bases. Si je retournerai un jour vivre à Lyon. Si ma relation avec Catherine continuera d'évoluer vers quelque chose de plus proche de l'affection que du simple respect. Ce que je sais, c'est que je n'ai plus peur. Le monde est vaste, plein de possibilités, et je suis assez forte pour y faire face selon mes propres termes. Alors me voilà, Chloé Martin, sans excuse, sans justification, simplement moi, complète et suffisante. Et ça, plus que toute réussite professionnelle ou possession matérielle, c'est mon véritable héritage.